incroyable, c'est bien l'adjectif qu'il convient d'employer pour qualifier la stupéfiante histoire d'amour qui a allié durant 2 décennies le roi Aegon IV Targaryen et sa favorite Mélissa Nerbosk. Je crois que vous faites erreur. Comment cela, je fais erreur? Écoutez plutôt. L'inscription que l'on peut lire sur le revers de la porte du cabinet de Madame de Nerbosk indique en haut valyrien chez Droma Ihe, c'est chez Pan Lissagon Ashma. Ce qui, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette langue royale, signifie même les œufs qui cuisent dans la poêle doivent un jour être pondus. Une expression que d'aucuns à l'estival trouvent particulièrement vulgaire, mais qui, comme chacun sait dans la plus petite masure du royaume des 7 couronnes, dit bien la couleur de ce qui n'est pas. Bon allez, ça suffit Bernichou, tu fermes ton claque-merde et tu rétablis la vérité maintenant. Ce n'est pas ta planche à pain de Barral qui était la favorite d'Aegon, mais nos mères à nous. Mais enfin, mais qui êtes-vous? Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser les Targs et leur fierté, afin d'étendre notre pouvoir du mur jusqu'à bois moucheté. Aigri, Dems, la team feu noir, plus légitime que la lumière. Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre. Rindoun, oui, la guerre! Attendez, mais c'est qui lui? Lui, c'est Rakalio Rindoun. Non mais, il n'est pas du tout à la bonne époque. Bon écoutez, il est là pour le point Pokémon, alors maintenant, on reprend et on rétablit la vérité. Intéressant ce que vous dites, car justement, Drehe, qui comme chacun sait signifie vérité en haut valyrien, est également le nom de l'arme laissée derrière lui par Baelor le Bienheureux. Et il se trouve qu'elle est justement enterrée dans le caveau de Madame Mélissa de Nerbosk. La team feu noir s'envole vers d'autres cieux! Targaryen, attrapez-les tous. C'est ce qu'aurait pu dire Daemon Feu Noir en guise de discours au début de la bataille d'Herbe Rouge. Et ça tombe plutôt bien, parce qu'on va encore causer de lui et de cette branche de la famille Targaryen ce mois-ci en haut du mur. Mais cette fois-ci à travers le prisme de l'inspiration historique qui se cache dans son ombre. Et pour ce faire, ça tombe bien, j'ai avec moi 2 spécialistes qui collectionnent les références histo derrière le trône de fer comme Sacha ses petits Pokémon, à savoir Babar des Bois et DNDM, que l'on connaît également sous les pseudonymes d'Aurélie Passy et Thierry Soulard lorsqu'ils officient dans le vrai monde, tels des baristans en mode barbe blanche. Bonjour les amis! Bonjour. Bonjour. Alors, on vous doit pour Thierry en solo le premier volume des Mystères du Trône de Fer, plutôt axé sémantique et analyse littéraire, puis avec Aurélie, le second volume, plutôt lui sur les inspirations historiques qui se cachent derrière le Trône de Fer. Il y en a d'ailleurs 3 à gagner en écoutant ce podcast. Pour cela, il vous suffit d'être attentif au mot mystère dissimulé dans cette émission et de l'indiquer dans le formulaire en description avec votre mail et votre nom avant le 30 avril. Enfin, et avant que l'on rentre dans le vif du sujet, nous vous invitons fortement à écouter l'épisode de La Chandelle de Verre de la semaine dernière consacré à Aegon ou Griff le Jeune. Si vous pensez encore qu'il peut s'agir d'un Targaryen et d'un feu noir, eh bien zou, allez écouter le podcast de Werther. Et pour ceux qui sont à jour, c'est parti. Petite question d'ailleurs à mes invités en premier. Est-ce que Aegon en Faegon, il a fallu que vous le lisiez sur la garde de nuit pour le voir, ou est-ce que vous aviez des doutes dès la première lecture ? Complètement garde de nuit. Ça a été. Mais je crois qu'en plus, au moment où je l'avais lu, j'étais pas trop au fait des feux noirs. J'avais pas. Parce que j'ai lu les 5 intégrales d'un coup et j'ai lu seulement après les nouvelles de Dunkelhoff. Et donc la thématique feu noir, c'était pas du tout quelque chose qui m'avait effleuré le moins du monde. Donc, non, il a fallu que la garde de nuit vienne me sauver et me tirer de mon ignorance avec ses belles lumières. Exactement pareil, parce que quand j'ai lu l'intégrale 5 dans lequel il apparaît, il devait être en 2011 et j'avais pas encore lu les 3 nouvelles de Dunkelhoff qui sont vraiment les nouvelles dans lesquelles tout le lore noir est développé. Donc bon, ces histoires étaient totalement annexes pour moi et je voyais pas l'importance que cela pouvait avoir. Alors que si, en fait, il y a vraiment une importance énorme, mais il faut relier les points entre les différentes œuvres de George Martin pour l'avoir.
C'est un peu ce que tu fais du coup dans le premier bouquin, toi Thierry, à ce sujet-là, quoi. C'est comment décrypter le jeu de piste finalement de Martine. Alors oui, dans le premier bouquin, j'essayais de montrer tous les indices littéraires qu'il a pu cacher, notamment sous l'humour et sous des techniques littéraires, et qui permettent de décrypter certaines intrigues qui sont plus ou moins connues maintenant, et d'autres qui sont beaucoup moins connues. Ensuite, voilà, il y a vraiment, en effet, chez George Martin, cette envie de faire beaucoup de choses avec les mots d'étudier tous les effets littéraires et toutes les techniques littéraires possibles, y compris tout ce qui va être transtextualité, donc l'idée qu'il faut aller chercher dans un texte les réponses à un autre texte, et que son œuvre peut être lue à un premier niveau en prenant juste un vrai plaisir de lecture à suivre les personnages, mais qu'en allant chercher des indices ailleurs, dans un autre texte, en fait, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe et on apprécie d'autant plus certains aspects de l'œuvre. Donc ça fait totalement partie de la façon d'écrire de George Martin, de la façon dont il conçoit son œuvre littéraire, totalement globale et pas simplement limitée à une petite histoire qui n'a rien à voir avec les autres histoires à côté. Ouais, et puis finalement, le système de personnage point de vue qu'il utilise, c'est une forme de tuto pour essayer de comprendre, quoi. Tout à fait, parce que en fait, le trône de fer, c'est pas une histoire, c'est 12 histoires imbriquées les unes dans les autres. On peut totalement lire l'histoire de Daenerys Targaryen en solo, ça a été fait, ça a été publié, et c'est vraiment quelque chose que j'encourage tous les fans à faire, c'est de prenez votre personnage préféré dans le trône de fer et lisez uniquement ses chapitres à lui, ou les chapitres qui se passent géographiquement parlant au même endroit que lui. Et vous pouvez comme ça vous redécouvrir totalement l'intrigue de Jaime Lannister dans le Conflant, ou l'intrigue de Tyrion et Sansa à Port-Réal, savoir ce qui se passe. On comprend beaucoup mieux en fait tout ce qui se passe quand on fait comme ça, quand on se concentre sur un seul personnage ou un seul lieu géographique, plutôt que de zapper d'un personnage à l'autre, comme George Martin le fait. Et ça permet vraiment de comprendre beaucoup plus en profondeur ce qu'il fait et toute la richesse de ses sous-intrigues. Chacun des arcs narratifs est en soi un petit roman chez George Martin. Tu me fais bien plaisir en mentionnant d'aller faire un voyage dans le Conflant. Pour reprendre un petit peu, on a déjà fait un podcast où vous avez invité tous les deux pour parler notamment du rapport global de George R. R. Martin à l'histoire, mais je pense qu'on peut faire un petit rappel ici. Je vais te passer la parole du coup, Aurélie. Martin, c'est quelqu'un qui fait souvent dans ses interviews, rappelle souvent à quel point il aime l'histoire. Alors, quand il parle d'histoire, Martin, il parle pas d'histoire universitaire, d'histoire comme science, on va décrypter des points de détail pour essayer de comprendre des mouvements historiques. Ce qui l'intéresse vraiment énormément, ce sont les histoires dans l'histoire. Ça va être l'histoire des personnages, l'histoire d'une guerre, etc. Donc plutôt une approche narrative de l'histoire que vraiment universitaire. Et c'est pour ça que Martin, en fait, quand il dit qu'il fait des recherches historiques, c'est surtout des recherches qu'il va faire dans les fictions historiques, dans les romans historiques. Il aime beaucoup. Régulièrement, il conseille des auteurs et des autrices à consulter. Et alors, éventuellement, il va faire des recherches complémentaires. Donc ça, pour des points précis, par exemple les blasons, les tournois, etc., il va faire des recherches complémentaires, mais plus dans les ouvrages de vulgarisation que dans les purs articles universitaires, même si je pense qu'il a dû en lire quelques-uns, mais c'est clairement pas sa première source d'information. Et il aime l'histoire, alors en particulier, ça va être la période médiévale qui met énormément en avant. L'Antiquité aussi, comme ça fait plaisir à mon petit cœur. Et une de ses caractéristiques de George Martin, c'est qu'il ne va pas s'inspirer d'une seule et unique période pour raconter son histoire, c'est qu'il va vraiment tirer des fils à droite et à gauche pour les mélanger ensuite dans son œuvre et pour construire son histoire. Donc on va avoir
le plus souvent un joyeux mélange d'événements historiques tirés du Moyen-Âge, mélangés à des petits bouts d'antiquité, etc. Regardez Villevieille, par exemple. La cité de Villevieille, c'est une cité médiévaliste, donc qui reprend des éléments qui font Moyen-Âge. Et pourtant, on va avoir une citadelle qui est inspirée d'Alexandrie, on va avoir des sphinx, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui fait très souvent. Et les feux noirs n'échappent pas du tout à ce mode d'action. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme grands axes, on va dire, qu'on peut retrouver dans la trame feu noir, on va dire. Alors, la trame feu noir, pour faire simple, c'est très inspiré de la guerre de Cent Ans, tout comme le trône de fer, l'intrigue principale du trône de fer est très inspirée de la guerre de Deux Roses, qui arrive après la guerre de Cent Ans. Là, les rébellions feu noir se passent avant l'histoire du trône de fer, et on y retrouve énormément d'ambiance de la guerre de Cent Ans, dans le sens où on a un, un prétendant au trône qui est de l'autre côté du détroit et qui va chercher, lui puis ses descendants, à conquérir le trône qui est de l'autre côté de la mer et dont il s'estime le légitime dépositaire. Donc voilà, c'est la guerre de Cent Ans, c'est ça, c'est la dynastie anglaise qui veut reprendre le trône de France. Les rébellions Feu Noir, c'est la famille Feu Noir, qui est une famille Targaryen, en fait, qui est descendante d'un bâtard Targaryen, mais d'un grand bâtard Targaryen, donc qui est donc Daemon Feu Noir, le fils du roi Aegon IV Targaryen, et de Daena la Rebelle, qui est également une Targaryen. Sauf que ces deux personnes ne sont pas mariées, et l'enfant conçu, du coup, Daemon n'est pas censé être le fils légitime et donc le dépositaire du trône. Ensuite, du coup, pour tenter de légitimiser ses desiderata, on a des histoires qui vont se faire comme quoi, en fait, lui est plus légitime que le roi en poste, parce que le roi en poste serait lui-même un bâtard, parce que c'est lui qui a reçu l'épée feu noir de son père, le roi Aegon IV Targaryen. Donc son père désirait que ce soit lui qui le remplace sur le trône, vu qu'il lui a donné l'épée familiale qui est le symbole de la légitimité. Donc voilà, on a comme ça toute une construction qui se fait autour des questions de légitimité au trône, avec deux familles qui sont en fait la même famille à la base, les Targaryens, mais une des branches Targaryens se renomme la branche Feu Noir. Et ces deux familles qui estiment chacune être plus légitimes que l'autre pour le trône de fer. Et la branche exilée de l'autre côté du détroit va tenter pendant une bonne centaine d'années de conquérir ce territoire qu'elle estime le sien, tout comme pendant les guerres de Cent Ans, et on va avoir des combats qui vont s'échelonner sur une bonne centaine d'années. Aurélie, tu voulais réagir à tout ça? Ouais, effectivement, sur la question de la succession des légitimités, alors ça, c'est un sujet, une thématique qui intéresse énormément George Martin et qu'on va aussi avoir dans La Danse des Dragons, c'est quels sont les arguments de légitimité que chacun va pouvoir mettre en avant. Et il va développer tout un panel d'arguments de légitimité qu'on va retrouver aussi dans la guerre de Cent Ans, dans les rébellions jacobites aussi, hein, qui arrivent plutôt au XVIIe siècle. Grosse inspiration pour les Feux Noirs aussi. On a des morceaux de grands conseils aussi pendant cette période. Donc là, je vous renvoie aux différents podcasts sur les Feux Noirs où il est question de ces grands conseils, dont on a des échos dans l'histoire de France. Et je voulais juste du coup faire un petit point sur les épées et leurs symboles. Donc Thierry l'a rappelé, le gros argument de légitimité de la maison Feu Noir, au point qu'ils prennent son nom pour se nommer, hein, pour se qualifier, c'est le fait que le roi Aegon IV donne l'épée Feu Noir, donc l'épée des rois, à son fils bâtard, Daemon, qui devient Daemon Feu Noir.
Et ça, c'est intéressant parce que historiquement, les épées sont porteuses d'une charge symbolique et légitimisante assez régulièrement. Comme parallèle qu'on peut faire, c'est avec l'épée Joyeuse. Alors, Joyeuse, c'est l'épée légendaire de Charlemagne, dont une version, bon, c'est que c'est pas la vraie, hein, de toute façon, c'est une épée légendaire, mais une épée qui s'appelle Joyeuse, qui est prétendument attribuée à Charlemagne, a été utilisée par les rois de France depuis le XIIe, XIIIe siècle, lors des sacres de chaque roi. Et on la retrouve, cette épée-là, on la retrouve jusqu'au sacre de Napoléon en 1804. Hein, donc tout début du XIXe siècle. Donc c'est dire à quel point le symbole de l'épée comme élément qui va légitimer un roi, qui va légitimer un pouvoir personnel est importante. Et donc ça, c'est un élément donc historique, alors qui est aussi un cliché littéraire, hein, mais dont il se sert, dont il s'appuie. Et donc on a plusieurs petits éléments comme ça qui sont, on va dire, des inspirations globales et générales sur l'histoire, mais qui va réemployer donc pour les Feux Noirs, pour d'autres morceaux, mais en particulier là pour les Feux Noirs, puisque l'épée est importante dans cette histoire de Feux Noirs. Alors ça, c'est des inspirations globales, c'est de l'analyse que nous on fait dans la majeure partie des cas. Mais est-ce qu'il y a une source revendiquée Est-ce qu'il y a un moment où Martine qui a dit tel truc dans les Feux Noirs, c'est quelque chose que j'ai fait à partir de quoi? Thierry? Oui, alors en fait, on peut deviner des inspirations. La seule vraiment pour laquelle on a pu retrouver une prise de parole de George Martin quand on travaillait sur le tome 2 avec Aurélie, c'est pour Quentin Boule, dit Boule en Feu, qui est un personnage relativement secondaire, y compris dans les nouvelles de Dunkelhoff. C'est un personnage historique, mais qu'on ne voit pas apparaître. Bah, il est mort, donc. Voilà. Par contre, dans C'est réglé. la nouvelle L'œuvre de Dragon, il a une importance énorme parce que il y a un personnage qui se dit le fils de Quentin Boule, dit Boule en Feu. Donc, pour ceux qui ont lu L'œuvre de Dragon, Quentin Boule est quand même une grosse partie du lore de cette nouvelle. Il est très important. Et Quentin Boule, en fait, il est inspiré d'un personnage historique qui était surnommé Hotspur. Son vrai nom, c'était Henri Percy. Il est né en 1364, il est mort en 1403. C'est pas un personnage principal de l'histoire, mais c'est typiquement le genre de personnage qui marque George Martin quand il va lire une biographie, un morceau, une vulgarisation historique. Parce que c'est un grand guerrier, en fait. Et voilà, Hotspur, son surnom, littéralement, c'est éperon chaud. Grosso modo, ça se traduirait pas par chaud lapin, mais plutôt par un type vraiment qui est toujours prêt à donner des éperons sur son cheval et qui est le premier à partir au combat. Donc voilà, on a déjà, rien qu'avec un surnom, un personnage qui naît là dans notre esprit et dans l'esprit de George Martin. Et du coup, voilà, Hotspur, il va participer, il va avoir une réputation de grand guerrier pendant toute sa vie. Il va participer notamment aux batailles contre les Écossais, à la déposition du roi Richard II d'Angleterre, puis à la rébellion contre le roi Henri IV, alors qu'il a lui-même aidé le roi Henri IV à prendre le trône. Il est tué au combat et ensuite sa tête est exposée sur une pique sur le rempart, ce qui fait très, très trône de fer, très, très George Martin. Donc là, voilà, on a la seule inspiration dont George Martin a eu l'occasion de parler très, très précisément. Aurélie? Ce qui est intéressant avec ce personnage de Henri Percy, dit Hotspur, c'est qu'on retrouve quelques caractéristiques dans la façon dont Martin reprend l'histoire, à savoir, donc, comme disait Thierry, on reprend un personnage qui est un support de romans et d'histoires qui peuvent être épiques. On va puiser l'inspiration dans l'histoire médiévale et en particulier en lien avec l'Écosse. Martin est un fan incroyable d'histoire écossaise. Assez régulièrement, il cite des auteurs qui parlent de l'histoire écossaise. Donc il faut vraiment aller gratter là-dedans. Et il prend des petits morceaux à droite, à gauche, qui sont pas forcément reconnaissables. Par exemple, s'il n'avait pas cité Henri Percy comme inspiration de Boule en Feu, bon courage pour le trouver. Pourquoi ? Parce qu'il va reprendre vraiment le surnom. Le surnom et éventuellement ce tempérament de va-t-en-guerre, d'un personnage qui change d'alliance. Mais voilà, il prend des petits bouts et ensuite il fait sa petite tambouille par derrière.
Tant que tu as la parole, du coup, Aurélie, je vais me permettre de te poser une question de spécialité. On ne va pas forcément parler de Macédoine, mais est-ce qu'il y a un peu d'antiquité derrière toute la période feu noir? Alors, je ne sais pas ce que tu veux avec la Macédoine. Et moi, Je c'est ne plutôt sais la pas non plus. Mésopotamie. Ouais, je sais, Voilà. mais moi Donc, voilà. j'associe les deux parce que la Mésopotamie ne peut pas être une salade. Et du coup, Oui, c'est vrai. Bah, du coup, après, tu peux parler de César ou les trucs dans le genre, ça veut venir n'importe quoi, ce truc, voilà. Non, mais au moins, j'ai placé Mésopotamie dans ce podcast, ce qui est très beau. Magnifique. Merci, Chris. mon plaisir. Donc, oui, alors, d'Antiquité, bon, Martine, on sait qu'il connaît l'Antiquité, notamment par les auteurs classiques, Suétone et compagnie, qu'il a lu pas mal de fiction historique et qu'il a eu vaguement, à un moment donné, l'idée de faire un roman historique sur Rome. Bref, c'est un sujet, donc une période qu'il connaît un peu à travers le prisme et pas mal de clichés. Et ce qu'il aime bien reprendre, c'est justement des clichés qui sont assortis à certains empereurs romains. On connaît un peu tous Caligula et Néron, qui sont associés à une démesure décadente, une cruauté, un despotisme assez incroyable. Et même si, bon, alors Martine, lui, n'en parle pas explicitement comme ça, mais je trouve que dans le règne de Aegon IV, notamment sur la fin de son règne, et là je vous renvoie au podcast numéro 2, Feu Noir, où on parle justement de la fin de son règne, il y a ce côté complètement mégalomane, démesuré et un peu fou qu'on retrouve dans pas mal de fictions qui parlent des empereurs romains, notamment Caligula et Néron. Il y a peut-être un peu de cinéma aussi. Moi, je pense à des trucs comme La chute de l'Empire romain ou des choses comme ça qui Ah, sont des complètement, œuvres ouais, ouais. qui, au vu de la date de naissance de Martine et au vu du cinéma et de la manière dont il aime le Moyen-Âge et tout ça, on peut penser que c'est des inspi, quoi. Ah bah les péplums, je pense, oui, oui. Et puis, et d'ailleurs, enfin, une de ses inspirations et de ses fictions historiques qu'il adore et dont il en parle, mais à peu près tous les 2 ans, c'est I, Claudius de Robert Graves et son adaptation télévisée I, Claudius, qui est sortie en 1976, qui raconte les règnes d'Auguste, Tibère, Caligula, Claude et Néron. Enfin, pas trop Néron d'ailleurs, puisque le narrateur est Claude. Mais en tout cas, qui raconte voilà, cette histoire des Julio-Claudiens, donc de cette première dynastie d'empereurs romains, avec les clichés qu'on y associe, le côté démesure, décadence, débauche, le côté excessif que Martine aime beaucoup, hein, il aime bien ces aspects-là. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en 2005, Martine avait évoqué l'idée de raconter l'histoire du règne d'Aegon IV de son point de vue, donc du point de vue d'Aegon IV, en reprenant la narration que Robert Graves avait adoptée pour son roman Claudius. Claudius, c'est quoi? C'est une biographie fictive de l'empereur Claude. En fait, c'est l'empereur Claude qui, à la fin de sa vie, va écrire l'histoire de sa famille. Et donc Martine voulait reprendre cette idée-là pour raconter le règne d'Aegon IV du point de vue d'Aegon IV. Et il s'est dit, bon, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, en fait, de prendre un anti-héros à ce point pour écrire son histoire. Donc ça s'est totalement transformé en autre chose. Probablement, ça a donné ensuite les encyclopédies qu'on connaît, donc Twelve et l'encyclopédie, enfin les origines de la saga, et ensuite Fire and Blood. Mais en tout cas, c'est intéressant de noter qu'il associe Aegon IV à cette fiction historique sur l'Antiquité romaine. Est-ce que tu es en train de dire que ça fait partie des pitchs possibles qu'il a fournis à HBO pour pouvoir faire un truc plus tard? Ce serait vraiment très rigolo. Alors, juste, je vais juste compléter en 2 phrases ce qu'a dit Aurélie sur l'Antiquité avant, sans rentrer dans les détails, mais là encore, on est sur le mélange d'influences historiques de George Martin. Les rébellions Feu Noir, c'est la guerre de 100 ans, mais là où les Feux Noirs sont, là où ils sont basés à partir du moment où ils sont en exil, ils sont basés à Essos, dans les différentes cités libres, principalement Tiroche, si je dis pas de bêtises. Et Essos, c'est un continent qui est un mélange d'antiquité et de renaissance. Donc on peut y voir dans les différentes cités libres et leur guerre perpétuelle, les cités italiennes de l'époque Renaissance,
où les cités grecques et les. Alors, je vais laisser Aurélie me corriger si je dis des bêtises là-dessus, mais voilà, les différentes guerres qui peut y avoir entre les cités grecques pendant des centaines d'années. Et on a aussi l'importance des mercenaires qui est dans toute l'histoire des feux noirs. Les rébellions feux noirs enfin, peuvent durer aussi longtemps parce qu'elles s'appuient notamment sur la Compagnie dorée au bout d'un moment qui est créée par Aigracier, le principal lieutenant de démons de feu noir. Et la Compagnie dorée, c'est la principale compagnie de mercenaires que l'on trouve dans le trône de fer et elle est très très importante. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. On va les laisser un peu de côté, on va commencer par parler un peu de la mère de Daemon Fenoir, Daena la rebelle, qui a plusieurs inspirations, et du coup, bah Thierry, comme tu avais la parole, je te la laisse. Donc oui, en fait, Daemon Fëanor est le fils d'Aegon IV et d'une femme qui est donc Daena la rebelle. Et Daena la rebelle, c'est une Targaryen qui a une histoire tragique inspirée très probablement d'un personnage historique qui a exactement la même histoire tragique. En fait, Daena la rebelle, elle gagne ce surnom parce que son frère, qui est également son mari, on est chez les Targaryens, qui est Baelor, pour ne pas être tenté par la chair, Baelor Targaryen est le roi hyper religieux, Fanatique, hein, on peut dire. religieux de Hein. service, fanatique religieux de service. Il enferme en fait ses trois sœurs dans un donjon pour qu'elles soient protégées du monde extérieur, mais surtout pour que lui soit protégé des tentations qu'elle représente. Et du coup, on a ces trois sœurs Targaryens qui se retrouvent dans un donjon totalement éloigné du monde. Et ces trois sœurs Targaryens, c'est très probablement inspiré de l'histoire d'Aliénor de Bretagne et de deux de ses compagnes nobles qui ont été de la même façon enfermées pendant toute leur vie. Alors, c'est qui en fait Aliénor de Bretagne? C'est la fille de Geoffrey II de Bretagne elle naît vers 1182-1184, c'est pas très clair. Elle meurt en 1241 et elle va passer une très grande partie de sa vie enfermée, d'abord par son oncle Jean Santerre, donc le Jean Santerre de Robin des Bois. C'est la nièce de Richard Cœur de Lion, Voilà, effectivement, pour on est sur Richard Cœur de Lion, Jean Santerre, Robin des Bois, là, pour ceux qui, comme moi, ont principalement Disney comme référence. Et ensuite par le successeur de Jean Santerre, parce que selon comment on regarde la succession, ça devrait être elle qui est reine d'Angleterre, en fait, et pas Jean Santerre, ou pas celui qui vient après. Donc voilà, Aliénor de Bretagne, qui est surnommée la Perle de Bretagne, elle apparaît notamment sous la plume de Thomas Costain, qui est une influence totalement revendiquée de George Martin. Donc, Thomas Costain, c'est un auteur de popular history, donc l'histoire que George Martin aime bien, c'est-à-dire l'histoire haute en couleur, avec des personnages hauts en couleur, des batailles, des coucheries, des trahisons, des choses comme ça, et pas du tout l'histoire sociale ou l'histoire telle que les historiens la conçoivent aujourd'hui. Ça flirte avec la fiction, en fait. Hein, Ouais, voilà. C'est l'espèce de chaînon. Quand c'est la popular history, c'est un élément littéraire qu'on n'a pas vraiment, nous, en France. On a soit des choses sérieuses, historiques, soit du roman historique qui peut être totalement romancé. Mais la popular history, c'est un petit peu entre les deux. Parfois, on suit vraiment l'histoire, mais parfois, on invente un peu sur les bords pour combler les trous, quoi. Je te trouve un peu mauvaise langue parce qu'on a quand même Franck Ferrand. Hein. Mais Non, alors non. Alors par contre, je refuse d'être dans un podcast où on cite Franck Ferrand. Chris, je te hais. Brûlez cette référence. Voilà. Brûlez-moi ça. Et donc, Daena la rebelle, quand on lit Thomas Costain, on a vraiment les mêmes termes qui reviennent chez Thomas Costain, où il dit qu'Aliénor de Bretagne est brave et rebelle. Et du coup, on voit que George Martin s'est très très probablement inspiré d'Aliénor de Bretagne pour construire son personnage de Daena la rebelle. Mais il l'a mélangé avec un autre personnage, je vais laisser Aurélie en parler, c'est le personnage d'Isabelle de France, dite la Louve de France, qui intervient beaucoup plus tard, elle. Juste pour finir sur Aliénor de Bretagne, alors c'est un personnage qui est pas vraiment connu en France, elle fait pas partie de nos références, effectivement, on va plus connaître Isabelle de France.
Mais Aliénor de Bretagne, elle est souvent reprise dans les fictions historiques et notamment dans aussi, alors Thierry a cité Thomas Costa, une grosse référence de George Martin, mais aussi dans les romans d'une romancière historique qui s'appelle Sharon Kay Penman, dont Martin est un fan incroyable et qu'il cite assez régulièrement. Donc voilà, Aliénor de Bretagne fait effectivement partie des références de George Martin dans lesquelles il a probablement, presque certainement puisé. Et donc Isabelle de France, alors qui est cette dame? Donc Isabelle de France, c'est une fille du roi Philippe IV le Bel. Bon, si vous avez lu ou vu Les Rois Maudits, vous connaissez Philippe IV le Bel. Hein. Même si on l'a beaucoup dit et que je pense que tout le monde doit savoir à peu près ça aujourd'hui, mais Les Rois Maudits est revendiqué quand même comme, pas une inspiration, mais en tout cas comme quelque chose ayant inspiré Martine de manière plus globale Clairement. sur la manière dont on écrit, quoi. Martine fait référence à Druon. En plus, effectivement, en France, on aime bien rappeler que Martine, il aime bien Druon. Hein, c'est pas sa seule référence, mais oui, clairement. C'est Isabelle de France, il la connaît notamment et peut-être même principalement via Druon. Donc fille de Philippe IV le Bel, qui a épousé le roi Édouard II d'Angleterre et qui est en fait la mère de Édouard III. Édouard III, qui est le roi qui revendique par la suite le trône de France, à mêmes initiales. Mais bon, vous voyez le lien quand même. Qui revendique et en fait qui est l'élément déclencheur de la guerre de 100 ans, hein, puisque, donc, comme Thierry le rappelait, guerre de 100 ans est un conflit dynastique à l'origine qui entraîne derrière les deux royaumes de France et le royaume plantagenet dans cette guerre-là. Et donc Édouard III revendique la couronne de France face à la branche française, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la lignée des Capétiens s'est arrêtée, il n'y a plus d'héritier mâle. Et donc, il va falloir choisir soit remonter dans les branches et trouver un héritier qui descend d'une branche secondaire par les mâles, soit passer par la branche qui passe par Isabelle de France, justement, donc fille de Philippe IV le Bel, mais ce qui signifie donner le trône de France à la couronne anglaise. Et ça vous rappelle pas quelque chose? Voilà, mais donc voilà, c'est intéressant, on a effectivement ce conflit dynastique, ce fils d'une femme, alors targaryenne française, qui va être l'élément déclencheur. Et Isabelle de France est pour le coup une figure assez populaire, alors qui au fur et à mesure des fictions, la mettant en scène, est devenue l'archétype vraiment de la femme fatale, manipulatrice, etc. Ce qui n'est pas trop le cas de Daena. Mais bon, voilà, Daena est en tout cas décrite avec un sacré caractère. Tu as attaqué le sujet, on parle de conflit dynastique. On va pouvoir enfin passer la parole à Thierry sur la guerre de 100 ans. Allez, c'est pour toi ce gros morceau. Voilà, voilà. Donc oui, la guerre de 100 ans, on est entre 1337 et 1453 pour les dates balisées par les historiens. Et sur toute cette période, on va avoir, de façon générale, les Anglais qui vont tenter d'envahir la France. Pour faire simple, plusieurs fois. C'est de la même façon que dans les rébellions feu noir. En fait, les rébellions feu noir, c'est pas des rébellions internes au territoire du trône de fer, c'est les feux noirs qui sont réfugiés de l'autre. Ils essayent de faire apparaître, ils essayent de mobiliser leurs alliés à chaque fois, mais ils viennent quand même de l'extérieur à chaque fois de leur exil pour essayer de réveiller, pour essayer de créer un élan qui va les porter sur le trône. Pour le coup, je suis un peu d'accord avec Thierry là-dessus. Je trouve que il y a quand même plus. Oui, c'est pas comme la rébellion de Robert Baratheon, tu vois, qui est vraiment intra-Westeros. Ouais, mais alors, il y a quand même un élément qui fait qu'ils sont de l'autre côté du détroit et qui reviennent à chaque fois, quoi. Alors oui, je suis d'accord, mais que à partir de la deuxième, la première. Ah oui, non, pas la première, ouais. En fait, elle est peu développée, la première rébellion feu noir. Donc quand on dit rébellion feu noir, on a un peu plus tendance à penser à celle d'après, à part la grosse bataille finale de la première rébellion feu noir, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, en fait, comment ça s'est déroulé, quoi. Non, on n'a pas les détails, mais on avait quand même cette opposition conflit dynastique qui dérive en fait en guerre civile entre guillemets. Bon, le terme n'est pas forcément bien choisi, mais on a vraiment cette opposition entre deux camps, et on a
On a aussi une complexité d'allégeance pendant la guerre de 100 ans avec des territoires comme Calais ou la région d'Aquitaine qui sont plutôt du côté plantagenet, donc la dynastie anglaise, que français. Enfin bref, c'est un joli mélange quoi. Mais effectivement, je suis d'accord qu'il y a ce côté outre-mer, faut traverser une mer pour aller tenter d'envahir et de prendre le trône de l'autre. Ça, je suis d'accord. Et donc, ce qui est intéressant pour continuer sur la suite d'Isabelle de France, c'est que, donc la guerre de 100 ans, on peut dire qu'elle commence avec Édouard III, qui est celui qui va revendiquer le trône de France en plus du trône d'Angleterre. Mais les rébellions feux-noirs, elles commencent avec Démon Feu-Noir. Et Démon Feu-Noir, on pourrait peut-être trouver des parallèles à faire avec Édouard III. Mais ce qu'on va surtout voir comme parallèle, c'est avec le fils d'Édouard III, qui s'appelle Édouard de Woodstock, qui ne régnera jamais, il mourra avant, et qui était surnommé le Prince Noir. Il sera connu notamment pour ses chevauchés, c'est-à-dire en fait, sa façon de faire la guerre, c'est il débarque sur les côtes françaises avec des chevaliers et avec une armée très mobile. Il entre en profondeur dans les territoires français pour essayer de ravager l'économie et de faire en sorte que il veut pas provoquer une grosse bataille rangée, il veut traverser totalement le territoire le plus vite possible en ravageant un maximum de choses afin que ça déstabilise le royaume de France et pouvoir réembarquer ensuite ailleurs et comme ça affaiblir peu à peu le royaume de France. Et le prince noir, donc Édouard III, surnommé le prince noir, tout comme Daemon Targaryen est surnommé le dragon noir parce que Daemon Targaryen, comme c'est officiellement un bâtard Targaryen, il a inversé ses couleurs. Au lieu d'avoir un dragon rouge sur fond noir, il a un dragon noir sur fond rouge. D'où ce surnom de dragon noir. Et de la même façon, on pourrait tirer un peu plus de fil. Édouard de Woodstock est prince de Galles. Le pays de Galles qui a comme emblème un dragon. Donc ça fait d'une certaine façon d'Édouard de Woodstock un dragon noir aussi. Donc voilà, on a tous ces petits éléments que George Martin a pu reprendre pour construire son personnage de démon à partir notamment d'Edward de Woodstock et pour en faire le premier représentant feu noir, très charismatique, excellent combattant, que tout le monde a envie de suivre, ce qui est plus ou moins la façon dont Edward de Mm. Woodstock est décrit. Il y a un petit Voilà, côté gracié aussi. chez le prince noir. Ouais, ouais, bah, enfin, le côté commandant charismatique d'une armée, etc., que Gracie récupère, en fait. Et Voilà. pour cette histoire avec Gracie et compagnie, et la compagnie dorée, on vous renvoie au podcast de la dernière fois, le podcast numéro Est-ce que vous 4. aviez parlé de la Voilà. compagnie Bianca dans ce podcast déjà? Non, Non, la on n'a compagnie pas. blanche, non. Non, non. Non, non, Bah on est voilà, vraiment ça sur la aussi, compagnie. c'est une influence dont on pourrait parler, la compagnie blanche, qui est la compagnie de mercenaires qui a la meilleure réputation suite à la guerre de 100 ans, tout comme la compagnie dorée, elle, la compagnie de Mm. mercenaires d'élite un peu, euh, tout le phénomène de mercenariat se développe plus ou moins suite à la guerre de 100 ans à cette époque Ouais, parce que c'est un pendant. conflit dur et parce que le conflit dure, ça crée des opportunités économiques pour les hommes d'armes qui vont créer ainsi leurs propres bancs, enfin qui vont transformer des bancs d'armées en, en mercenaires, pour faire simple. Et la compagnie dorée, c'est l'élite de ça, c'est-à-dire que c'est des gens plutôt que d'être des espèces de bandits qui se font passer pour des mercenaires, sont plutôt des nobles ou des gens, des soldats de métier qui deviennent mercenaires et qui sont du coup bien plus carrés, bien plus disciplinés que les mercenaires ne le sont normalement, quoi. Le système de mercenariat, c'est aussi un phénomène qui est complexe sur la guerre Oui, de 100 ans, je que sais c'est même lié pas aussi à la désagrégation des liens féodaux, mais bref, on va pas rentrer dans les détails. Par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, dans la manière dont les chevauchées sont faites pour le prince noir, c'est quelque chose qu'on voit déjà, je trouve, un peu dans le trône de fer. C'est-à-dire, ça va donner une importance à... Parce que finalement, tu vois, genre Gregor Clegane, c'est l'équivalent de la chair et le sang dans l'univers du trône de fer, quoi. Et donc, on va vraiment avoir cette idée de les routiers qui mettent le pays à feu et à sang pour le mettre à mal économiquement, quoi. C'est exactement ça, Grégor Clegane et Barchéèvre, notamment avec les Braves Compins.
c'est des chevauchés, c'est les bandes de mercenaires qu'on lâche sur un territoire pour déstabiliser l'économie, c'est pour terroriser la population. On est totalement là sur une influence de la guerre de 100 ans qui se retrouve dans l'histoire principale du Trône de Fer. Parce que voilà, les rébellions Feu Noir sont très inspirées de la guerre de 100 ans, mais c'est pas pour autant que George Martin ne va pas prendre des bouts de guerre de 100 ans pour les mettre ailleurs dans son œuvre et à d'autres moments historiques de sa gigantesque œuvre. Parce que voilà, c'est ce que Aurélie disait au tout début, George Martin, il prend un moment historique et il va le casser en plein de petits morceaux. Il va prendre un bout de personnage qui va mettre en l'an zéro. Il va prendre une bataille qui va mettre en l'an 100 de sa timeline à lui. Et il va prendre un autre bout du même personnage qui va donner à un de ses personnages à lui qui va vivre 300 ans plus tard. Voilà. C'est vraiment la façon de faire de George Martin, c'est de prendre les moments historiques qu'il préfère et de les redispatcher de façon totalement, pas aléatoire, mais totalement disparate toutes les histoires qu'il a envie de raconter. Et juste pour rajouter une réflexion complémentaire, parce que du coup on a les Plantagenets qui viennent sur le territoire français pour revendiquer ce qu'ils estiment leur revenir, et il y a quelque chose qu'on va retrouver un peu avec les Feux Noirs, qui est la légitimation par l'épée, la légitimation par l'ancêtre illustre, et pour le coup les Plantagenets font un gros travail, on va dire, de propagande de l'époque autour de la figure du roi Arthur pour se légitimer en tant qu'héritier. Et donc on retrouve une fois de plus des strates. Alors c'est pas forcément l'un qui inspire l'un, c'est pas un effet domino, mais je pense qu'on peut faire des couches comme ça de réflexion qui peuvent amener à être intéressantes. Et du coup, je vous invite à aller regarder un peu de ce côté-là si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus. Un des gros marqueurs aussi de la guerre de 100 ans, alors qui n'est pas propre que à cette période, mais qui a quand même marqué suffisamment les esprits et en tout cas la culture populaire, c'est la question de la peste. Puisque on a le grand moment de la peste noire entre... alors c'est au début de la guerre de 100 ans, enfin au début. C'est 1349. Le plus gros... Ouais, c'est ça, c'est 1747, 1700, n'importe quoi, 1300... 1700, non. 1340. Oui, c'est ça. 1347-1352, qui est le gros moment où ça frappe le plus fort, même si après, il y a la peste, elle continue en fait à ravager, y compris le port de Marseille jusqu'au XVIIIe siècle en fait. Et donc c'est un marqueur de la guerre de 100 ans, même si elle n'est pas circonscrite qu'à la guerre de 100 ans. C'est un motif qui est très connu, notamment dans les livres que George Martin a lus. Et chez les Feux Noirs, on va retrouver quoi ? On va retrouver sa propre version de la peste avec le fléau de printemps, qui est une maladie qui a ravagé les Westeros après la première rébellion Feu Noir en 209, et qui va emporter notamment le roi d'Aéron II Targaryen, donc le roi de la première rébellion Feu Noir, et qui va relancer un petit peu le jeu des rébellions Feu Noir par la suite. Là, je vous renvoie au podcast. Et enfin, on a toujours la même inspiration. On parle de la guerre de 100 ans, mais avec George R.R. Martin, il y en a une qui n'est jamais très loin. C'est la guerre des Deux Roses, pour le coup. Aurélie, puisque tu as la parole. Ouais, la guerre des Deux Roses, toujours la même, la seule, l'unique, 1455-1485, qui vient juste après la guerre de 100 ans, qui est en fait une des conséquences de la guerre de 100 ans. Je vais pas toute la refaire, il y a suffisamment de choses qui ont été faites dessus, mais tout à la fin de la guerre des Deux Roses, le prétendant qui deviendra le prétendant Tudor, qui va fonder la maison Tudor, Henri Tudor, fait une tentative de débarquement sur l'Angleterre pour prendre le trône. Et dans son épopée pour reprendre le trône, il essuie plusieurs tempêtes, et ça, c'est pour le coup, c'est un élément qui est complètement redécalqué par George Martin pour l'intégrale 5, lorsque les Griffes et la Compagnie Dorée font leur tentative d'invasion de Westeros. Alors pour le petit spoiler, Henri Tudor finit par prendre le trône. Voilà, on verra ce qu'il en sera avec les Griffes. Et du coup, on vous renvoie à la chandelle de verre sur la véritable identité de Griff le Jeune, puisque cette question-là, elle est un peu abordée en conclusion de la théorie et du podcast. D'autres rebelles, cette fois, on va dire un peu internes au royaume d'Angleterre, ce sont les Écossais. Et il y a quelques petites choses à aller piocher aussi de ce côté-là pour expliquer
les rébellions Feu Noir, on peut penser notamment aux rébellions jacobites, si je ne m'abuse. Ouais, et effectivement, alors ça c'est une inspiration dont on n'entend pas beaucoup parler pour George Martin parce qu'il en parle pas beaucoup. Mais quand on fait les liens, on voit que y a énormément de liens qui sont à faire entre la période qu'on appelle donc des rébellions jacobites et les Feux Noirs en particulier. Alors les jacobites, c'est quoi? Enfin les rébellions jacobites, c'est quoi? Bon, à un moment donné, ce sont les Stuarts, la maison Stuart qui monte sur le trône d'Angleterre. Et il y a un roi qui s'appelle Jacques II d'Angleterre. Alors il a un autre numéro, puisqu'il a été aussi roi d'Écosse, donc c'est Jacques IV d'Écosse, je crois. Bref, il est roi de ce territoire-là. Et en 1688, il y a ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution en Angleterre, qui va chasser Jacques II d'Angleterre et qui va mettre à la place la fille de Jacques II d'Angleterre qui s'appelle Marie et son époux qui s'appelle Guillaume III d'Orange. Ça va ouvrir la voie à la maison Hanovre, qui est autre maison anglaise et dont peut-être le représentant le plus connu, ou la représentante la plus connue, c'est la reine Victoria, qui viendra un petit peu plus tard. Mais bon, bref, la Glorieuse Révolution, en 1688, Jacques II est chassé. Il trouve exil outre-Manche, si ça vous rappelle aussi quelque chose, outre-Manche auprès des Français. Les Français, de toute façon, dès qu'il faut aller titiller les Anglais, ils sont au rendez-vous. La tentative ensuite, Jacques II va tenter à plusieurs reprises de reconquérir son trône. Ses descendants vont faire de même. Et donc les rébellions jacobites, alors il y en a, alors je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, donc j'espère que je ne vais pas dire d'erreur, mais 5 tentatives d'invasion après 1701. Donc il y a la mort de Jacques II, 5 tentatives d'invasion et rébellion pour essayer de remettre sur le trône cette dynastie des Stuarts. Donc voilà, ça va durer jusqu'en 1746, donc on est à peu près là sur les mêmes temporalités entre rébellion jacobite et rébellion Feu Noir, avec ce phénomène il y a plusieurs tentatives pour venir reconquérir le trône de la part d'une dynastie exilée de l'autre côté d'une mer. Et il faut aussi savoir que, alors petit aparté, c'est dans le cadre de ces rébellions jacobites que se déroule le massacre de Glencoe en 1692, qui est une des inspirations de Martin pour les Noces pourpres, qui est, avec le dîner noir, qui est une des inspirations que George Martin évoque pour les Noces pourpres. Bref, plusieurs tentatives de la part des Stuarts de reconquérir le trône qui s'achèvent par une bataille en 1746 qui scelle la fin des espoirs jacobites de reprendre le trône. Et là, on peut faire le lien à la fois avec la bataille du champ d'Herbe Rouge et avec la bataille des rois, avec la guerre des rois à 9 sous qui, pareil, va mettre fin aux espoirs Feu Noir, en tout cas temporairement, de remettre un de leurs prétendants sur le trône. C'est une bataille qu'on retrouve aujourd'hui qui est assez populaire, notamment grâce à la série de bouquins et la série télévisuelle produite par Starz, Outlander, puisque l'autrice Diana Gabaldon en a fait un événement majeur au tournant du coup des tomes 1 et tome 2, donc saison 1 et saison 2, pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus. Mais à ce niveau-là, c'est vraiment une inspiration revendiquée par George Martin, pas forcément. L'inspiration qu'il évoque, c'est le prince Charles le Béni, Charles-Édouard Stuart, qui est une inspiration pour Viserys. C'est un personnage qui finit sa vie en exil, alcoolique et violent. Et George Martin, j'ai trouvé une citation là où il dit très clairement. Le roi d'outre-mer, le prince Charles le Béni, envahissait périodiquement l'Angleterre, mais échouait toujours. 3 générations de Stuarts tentent de reprendre le trône. Bien sûr, s'ils avaient eu des dragons, cela aurait pu se passer différemment. Et c'est une citation. Alors, il ne parlait pas des rébellions Feu Noir, il parlait de Daenerys et de Viserys Targaryen, de ses inspirations pour Daenerys et Viserys. Mais voilà, c'est très clairement, là encore, une période historique qu'il connaît assez bien, où il s'est passionné pour les personnages et où voilà, le même personnage peut servir à différents. Le même personnage historique peut lui servir à créer différents personnages littéraires. Donc voilà, le prince Charles le Béni, on peut le voir
c'est Viserys Targaryen. On peut aussi le voir dans le Prince Feu Noir qui apparaît dans la nouvelle L'œuf de Dragon, par Daemon. exemple. Ils s'appellent Voilà. tous Daemon de toute Ça façon. s'appelle tous Daemon, mais voilà, donc ça peut être- C'est très intéressant ce que tu dis sur les Jacobites, s'ils avaient eu des dragons ou ça se serait passé différemment, parce que on a un petit sujet en ce moment sur le forum sur les brouillons du trône de fer. Et dans les brouillons du trône de fer, on trouve que Maëlys le monstrueux, donc si vous voyez pas qui c'est, je vous invite à écouter le podcast de la Team Rocket de Westeros. C'est le dernier prétendant feu noir abattu par Barristan Selmy, entre autres. Et dans les brouillons de George R.R. Martin, il n'est pas dit qu'il est monstrueux parce qu'il a 2 têtes, comme dans enfin, une espèce de tumeur qui ressemble à un visage, en tout cas. Mais il est monstrueux dans le brouillon parce que il essaierait de réveiller un dragon avec son fils, si je dis pas de conneries. Oui, Mm. en sacrifiant son fils. Ouais, Donc, bah classique quoi. Voilà. On va avancer un petit peu dans l'époque moderne, du coup, puisqu'on a déjà fait un bon petit bond de 200 ans, je pense, en s'intéressant aux Jacobites. Aurélie, autour de la figure d'Aegon IV, notamment, on a plusieurs choses qui s'entremêlent. On pense forcément à Henri VIII, d'une part, mais il y en a d'autres peut-être qui se cachent derrière tout ça. Ouais, alors, Henri VIII, c'est beaucoup aussi une inspiration pour Maegor le Cruel. Hein, vous voyez à nouveau des figures vraiment, on va dire, flamboyantes de rois hein, que George Martin aime bien Non, on a reprendre. dit c'était Aérion, le flamboyant. C'est pas Maigre. Oui. Ah bah tiens, on parlait de réveiller les dragons d'ailleurs. Voilà. Mais non, bah après, un autre personnage qui peut venir éventuellement en tête, même si Martin ne l'a pas revendiqué pour le coup, mais on peut éventuellement faire le parallèle entre la mort de Louis XIV, alors qu'il n'était pas obèse ou quoi que ce soit, mais qui n'a pas très bien fini, ça va pas être très joyeux sa mort. Et celle d'Aegon IV. Alors Louis XIV, hein, pour le petit rappel, il meurt de gangrène, d'une gangrène en fait, qui lui est remontée le long de la jambe et où pendant plusieurs jours il y a son corps qui pourrissait. Aegon IV, la fin de sa vie, alors il est obèse, il ne bouge pas de son lit, et ce qui fait que son corps pourrit aussi. Hein, mais on a un petit peu ce côté roi flamboyant pendant son règne qui finit un petit peu en maladie, bien dégueu. Et ce pourquoi aussi Louis XIV est connu, ça a aussi été ses bâtards, hein, notamment ses grands bâtards. Alors on estime qu'il y a eu entre 16 et 18 enfants naturels, donc bâtards, et Louis XIV en a légitimé 8. Les plus connus étant ceux qui sont issus de Madame de Montespan. Mais on retrouve un petit peu cette idée d'un roi qui a énormément de bâtards et qui en légitime quelques-uns, avec des grands bâtards qui ont des fonctions très importantes au sein de la cour et qui ont des rôles au sein de la cour très importants. Et en faisant quelques rapides recherches, alors même si pour le coup je pense vraiment que c'est une coïncidence, plus qu'autre chose, mais Louis XIV a peut-être eu une fille métisse qui peut là rappeler la perle noire de Braavos que Aegon IV a eu aussi, avec la perle noire. Non, c'est le nom de la maîtresse, la perle noire. Attention. Oui, mais alors elles fondent une dynastie de perles noires. Elles font une dynastie de perles noires. Voilà. Donc mais alors c'est les Bene Gesserit. Oui, c'est ça, tout à fait. Bene Gesserit. Voilà. Même si, alors pour le coup, je pense que, alors à moins que Martin ait lu dans une fiction ou quoi que ce soit, je pense qu'on est plus sur une coïncidence parce que c'est pas un fait qui est particulièrement connu ou pas particulièrement connu, en tout cas pour les Anglais. On va parler un peu d'écriture encore une fois parce qu'il y a quelque chose d'un peu cyclique dans l'écriture de Martin. Il n'est pas au courant, mais nous on l'a constaté à nos dépens en essayant de décortiquer son œuvre en attendant qu'il sorte un de vos bouquins. Du coup, est-ce qu'on peut voir dans les personnages qui entourent la période Feu Noir des réécritures d'autres personnages ou en tout cas des espèces de phénomènes d'auto-inspiration de la part de Martin en tout cas sur ce sujet? Je disais, oui, pour les références internes également, on peut faire aussi les parallèles entre une triade à la tête du royaume, à savoir Aegon IV, sa sœur épouse Naerys et leur frère Aemon Chevalier Dragon, avec des soupçons de bâtardise sur Daeron II, donc le fils d'Aegon IV et de Naerys, qui est soupçonné alors par les partisans d'Aegon IV. Il n'y a pas d'arguments solides
disant que c'est un bâtard, mais qui voilà, il y a des soupçons de bâtardise sur Daéron 2, qui serait en fait le fils de Aemon Feu-Noir et de Naerys. On retrouve un petit peu ces mêmes logiques dans Robert, donc qui aime bien aller se balader ailleurs, et Jaime et Cersei, hein, qui, alors pour le coup, eux, c'est vraiment des bâtards, hein, Geoffrey et compagnie. Donc c'est vrai que Martin a souvent une écriture cyclique qui fait qu'on va retrouver des thématiques ou des morceaux d'histoire d'une période à l'autre de son monde. Même si, et ça c'est un fait un peu rigolo, lui-même le reconnaît pas particulièrement. Il y a une interview de juillet dernier où justement on lui a demandé ah mais est-ce que vous faites des parallèles consciemment entre des destins de personnages, etc. Et il a paru tout étonné en mode ah bon, je fais ça moi, voilà. Donc mais c'est rigolo comme une trope d'écriture, enfin une façon d'écrire qui en est inconsciente en fait à ce point-là. Un Ou alors c'est pas lui qui autre, écrit le Trône de Fer. C'est conclusion de ce podcast. un autre parallèle dans lequel je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne les maîtrise pas tout simplement, mais on peut vous renvoyer, on en parle un petit peu dans le livre Les Mystères du Trône de Fer, tome 2, donc vous allez voir sur Wikipédia. C'est regarder les Tudors, Henri Tudor, regarder le parcours de Jon Snow, regarder le parcours de d'Aegon VI Targaryen. On a éventuellement, on a beaucoup de choses on a la même intrigue en fait qui se répète, et on peut même la reprendre du côté d'Harry l'héritier dans la sous-intrigue pour le Val, pour le trône des Ériers, du coup, et pour le trône Arryn, avec Harry l'héritier, qui est encore un espèce de Henri Tudor, tout comme Jon Snow est très probablement un espèce de Henri Tudor, et tout comme on peut voir aussi dans la façon dont Fagon, dans la revendication de Fagon, un espèce de Henri Tudor, quoi. Là, on est vraiment sur les petites marottes de George Martin où peut-être qu'il s'en rend pas compte, mais il va réécrire 1000 fois les moments historiques qu'il adore, parce qu'en fait, il adore faire des fanfictions historiques de certains moments qui l'ont particulièrement marqué. Il va être temps de conclure ce podcast, déjà fort intéressant et très riche en informations. Juste avant, on va balancer le mot mystère qui vous permettra de gagner un exemplaire des Mystères du Trône de Fer, tome 2, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. C'est ça. Euh, C'est tome 2, mais il est indépendant du premier en fait. On peut les lire, c'est simplement que c'est une collection. Et le mot mystère, contrairement à ce que Aurélie a suggéré, ce n'est pas Euron Greyjoy, c'est Jacinthe. Voilà, donc il ne reste plus qu'à le marquer dans le petit formulaire en description. Sur ce, j'ai une dernière question du coup pour quelqu'un qui n'a pas encore répondu à ce type de question, mais je crois qu'il l'a un peu fait pendant le podcast. Est-ce que Thierry, tu as un feu noir préféré? Un feu noir préféré, bah moi, ça serait vraiment Égracier. C'est pas un feu noir, Ouais. mais Non, mais c'est dans le... voilà. S'il faut quelqu'un qui a le nom de la dynastie Feu Noir, voilà, je pense que Daemon Feu Noir en lui-même, je pense qu'on le verra jamais, mais tel qu'il est décrit, voilà, c'est un personnage hyper charismatique, avec une beauté totalement inhumaine, qui va se retrouver dans sa vie à voir, oui, en fait, tout le monde a envie que je sois le roi, mais c'est pas moi qui dois être le roi, mais tout le monde me pousse à être le roi, tout le monde dit que je serai un meilleur roi que le type qui actuellement est assis sur le trône et qui est très falot, qui est très faible, voilà. Donc en fait, il va se retrouver un peu poussé par tout le monde à revendiquer un trône dont on ne sait pas si au début il veut ou si c'est l'idée lui serait jamais venue si personne était venu lui en parler. Mais voilà, je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant si on se penche un petit peu dessus, et qui a aussi un côté. Il aurait tout ce qu'il faut pour être le gentil de l'histoire. Il est incroyablement beau, il est bon combattant, il a l'épée de légende, il a vraiment tout ce qu'il faut pour être le héros de l'histoire. Sauf qu'en fait, il est casté en méchant. C'est lui, c'est le type qui part en vie, va provoquer une guerre, et qui, parce qu'il a des mauvais conseillers, va provoquer une guerre. Et voilà. Et je trouve qu'il y aurait vraiment, narrativement parlant, énormément à dire là-dessus. Voilà, enfin, comme toujours chez George Martin, tous les personnages sont géniaux. C'est ça qui est fort. Même des personnages, voilà, on a parlé longuement de Daena la rebelle, c'est un personnage qui est évoqué en quelques lignes chez George Martin. Mais il arrive en quelques lignes à la faire vivre et à nous donner envie d'en savoir plus sur elle.
Et c'est ça qui est très très fort dans l'écriture de George Martin et dans la façon dont il utilise l'histoire aussi, c'est que vraiment il arrive à rendre des personnages beaucoup plus grands que que la place qu'ils prennent sur le papier. Parce que la description commence sur le papier, mais elle continue dans l'imagination du lecteur, et il est très très doué pour ça, quoi. Je pense que Aurélie avait déjà répondu à cette question lors du premier podcast, du coup je ne vais pas la lui reposer. Elle a Ah bah répondu après, au si tu veux, renouvellement. s'il faut. Attends, je suis désolée, on peut pas faire un podcast sur les feux noirs avec moi dedans sans que j'évoque Maekar. T'es pas un feu noir. Eh ben c'est fini. Mais c'est pas grave. Il nous manque du temps, c'est dommage. En tout cas, merci à tous les deux de vous être prêtés à ce petit jeu de recherche des inspirations. Les feux noirs, c'est terminé. Si vous avez survécu à ce long cycle de 5 épisodes, bravo. Vous avez toute mon estime et j'espère que vous êtes prêts parce que l'année prochaine, on fait un cycle de 5 épisodes sur Bouche à merde. Non, blague à part, le mois prochain, on étend un petit peu le propos de la bâtardise au-delà du monde de Martine. On va aller en causer un petit peu en fantasy et pour ça, pour voir comment notre barbu à bretelles préféré s'inscrit dedans, on aura à nos côtés plusieurs intervenants. D'une part, Marie-Lise Ferrier, qui est une historienne spécialiste des bâtards médiévaux. Elle a enregistré un podcast il n'y a pas si longtemps que ça avec Passion médiéviste que vous pouvez aller écouter, qui est fort intéressant. Nous aurons William Blanc, historien punk universitaire, spécialiste des médiévalismes, que vous connaissez sans doute, qui a écrit le bouquin Winter is Coming, donc sur la fantaisie et la politique. Et pour avoir une vision un petit peu plus littéraire de la chose, on aura également avec nous Fabien Serrouti, donc qui est historien de formation, mais qui est surtout connu pour être l'auteur du cycle Le Bâtard de Cosivan. Et donc vous pouvez retrouver l'interview que nous avons faite aux Imaginales 2019 en description de ce podcast. Sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, il va se passer encore plein de trucs, j'imagine. Et puis on doit bien avoir un Twitch qui traîne quelque part. Et puis c'est une très mauvaise façon de conclure, donc je vais m'arrêter là. Portez-vous bien et à très bientôt sur le mur. Ciao ciao.